Bonjour, merci pour être venu pour cette ambiance familière, on dirait. Alors, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Poncet à l'École nationale de Chartres, qui a poursuivi une double carrière dans des institutions de conservation d'archives et dans des institutions d'enseignement et de recherche. Et depuis le 2004, est professeur à l'École nationale de Chartres. Et il vient, si je peux me permettre, il vient de publier en 2018 une œuvre capitale, surtout pour l'histoire de Paris, évidemment, mais surtout en relation au quartier. C'est le livre Mazarin, l'italien, donc une source très importante, très riche et vraiment très passionnante aussi. Et donc on est à la troisième séance du séminaire sur l'histoire du quartier. La prochaine séance aura lieu le 12 avril à 10h30 et on l'espère dans la salle Walter Benjamin. Et on aura le plaisir d'accueillir Negin Mathieu qui parlera du rapport entre le quartier du Louvre et le quartier Richelieu, donc c'est cet espace d'interface entre les deux quartiers. Le 23 mai, au Centre allemand, il y aura une conférence ouverte avec un caractère un peu plus grand public et qui aura le plaisir d'accueillir Stefan Haug, qui est un chercheur allemand qui a travaillé beaucoup sur l'œuvre de Walter Benjamin en relation au passage de Paris. Et le 24 mai, donc le jour après, à 10h30, en salle Yvonne Odon. Donc, c'est une salle un petit peu cachée, malheureusement, sur le site Richelieu. Donc, on est à l'autre côté où il y a la BNF et la bibliothèque. Donc, à 10h30, on aura le plaisir d'écouter Corinne Lebitouzé, qui est conservatrice au cabinet des estampes et de la photographie de la BNF, et qui nous parlera des sources qui parlent de l'histoire du quartier liées à la mode. Donc, à la mode. Donc, avec un focus très particulier sur la mode et le développement des différents ateliers, et essayant de montrer toute cette richesse des sources du cabinet des estampes et de la photographie. Aujourd'hui, on ne parle pas de mode, on parle de banque et finance. Avec l'intervention d'Olivier Poncet, Wall Street sur scène, l'attraction de la finance au quartier Richelieu, 17e, 19e siècle. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Isabella, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro, mais enfin, je vais le prendre quand même, ça me permettra peut-être de ne pas avoir à parler trop fort parce que je suis un petit peu malade, donc je pourrais tenir comme ça le délai. Merci beaucoup de votre invitation à ce séminaire. Je ne sais pas si je n'aurais pas dû faire quelque chose sur la mode, j'aurais peut-être eu plus de public. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus entendre parler un petit peu de finance. Je l'ai surtitré Wall Street sur scène. En pensant que ça attirerait un peu du monde, visiblement je me suis trompé, mais aussi peut-être en songeant que Wall Street évoque tout de suite finalement la double coïncidence entre une fonction financière économique et une installation géographique urbaine. J'aurais pu prendre également le cas de la City londonienne pour d'autres raisons, mais la première chose qui m'est venue à l'idée en parlant de Wall Street sur scène, c'est finalement la coïncidence de date, puisque finalement le quartier où nous nous trouvons se développe à peu près au moment où les Hollandais prennent pied sur Manhattan, donc à la fin des années 1620. Donc c'est une coïncidence de date, je dirais, mais c'est peut-être le seul point vraiment commun entre Wall Street et le quartier Richelieu, puisque il y a pas mal de différences entre les deux quartiers. Je vais essayer de le montrer. Le quartier Richelieu est dès son origine associé, même si c'est marginal et que ça croît seulement par la suite,
à la finance, alors que Manhattan, au début, effectivement, n'a pas une vocation financière beaucoup plus marquée que cela. Globalement, Wall Street se développe à la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai, dans un secteur où, avant même qu'il y ait des institutions de bourse, il y avait déjà des échanges entre commerçants, entre spéculateurs, mais c'est quand même beaucoup plus tardif. Et à l'inverse, à Londres, lorsque le Royal Exchange s'établit dans le cœur de la City, en fait, le quartier existe déjà, évidemment, depuis, je dirais presque depuis l'époque romaine. Donc, le quartier Richelieu a une singularité, c'est d'être né en même temps que sa vocation financière, d'une certaine manière. Deuxième point, par rapport à Wall Street, le quartier Richelieu a connu différentes formes de rapport avec la finance qui ont accompagné son développement. Ça n'a pas toujours été la même finance, ça n'a pas toujours été sur le même mode. Le public, le privé, le change, la banque, la vente, la spéculation, tout ceci n'a pas été homogène tout au fil du temps. Et donc c'est aussi une forme de récit du quartier que je vais vous proposer. Et au final, en raison même de cette variabilité et du fait que le quartier n'a jamais réussi à concentrer intégralement les activités financières de la capitale, on n'a jamais finalement fait l'équivalent comme on le fait pour Wall Street en disant le quartier Richelieu, immédiatement on pense à la finance. Ceux qui connaissent un peu le quartier, je sais qu'il y en a ici, le savent. On peut le voir dans la topographie, quand on promène du côté de la Bourse, quand on a un petit peu d'idées sur les bâtiments et qu'on voit quelques plaques. Mais globalement, c'est un souvenir qui est devenu un petit peu évanescent. Alors qu'en réalité, c'est, me semble-t-il, avec la religion, avec la mode, avec la presse, c'est aussi un caractère très, très fort de ce quartier par rapport à d'autres quartiers de la capitale. Deuxième point introductif que je voudrais proposer, c'est celui que je dessinais et que je dessine toujours à un séminaire. Alors on est dans une salle de conférence, mais mon propos sera un propos de séminaire. Mon propos, c'est finalement de poser un certain nombre de jalons chronologiques, une sorte de débroussaillage. On est un peu dans une phase exploratoire du projet et le séminaire est aussi là pour ça. Je le fais pour moi, parce que je n'y voyais pas toujours très clair, et peut-être que vous aussi, ça pourra vous être utile, en essayant, comme je le disais tout à l'heure, de relier la fonction du quartier avec l'évolution plus générale qu'entretient l'État avec la finance. Alors je préciserai un petit peu tout à l'heure ce que j'entends par la finance, au cours des 3 siècles que je considère, globalement, donc deuxième tiers du XVIIe siècle et puis un XIXe siècle qui s'effiloche parce que progressivement je perds toute compétence et donc je m'interdirais d'aller très, très au-delà. Mais il me semble que là, il y a quand même des choses qui sont assez marquantes. Et chemin faisant, j'en parlais tout à l'heure avec Isabella avant qu'on commence, j'essaierai de vous présenter, parce que il me semble que ce séminaire a aussi cette vocation, quelques sources que j'utilise plus spécifiquement pour parler de finance et qui me semblent en revanche pouvoir déborder sur d'autres secteurs de la vie du quartier. Donc ce sera aussi un aspect méthodologique de cette présentation que de pouvoir vous présenter quelques sources qui me semble-t-il peuvent être utilisées, détournées pour servir à des bases, pour éventuellement parler d'autres choses ou autrement de certaines réalités historiques. J'ajoute, et ça c'est un point qui probablement a déjà été abordé dans d'autres volets du séminaire, que l'une des difficultés de ce quartier et du choix qu'on a fait de délimiter le quartier tel qu'on l'a un petit peu pensé, c'est qu'en réalité ce quartier n'a jamais correspondu, tel que nous l'avons défini, à une définition administrative, une définition religieuse, une définition quelle qu'elle soit. Que ce soit une paroisse ou que ce soit un quartier, même un arrondissement, enfin, jamais ça n'a correspondu à cela, de sorte que les images que nous renvoient les sources, elles correspondent évidemment tel registre pour tel quartier, par exemple, ou tel registre pour telle paroisse, mais il faut toujours que nous allions chercher un petit peu dans différents registres. Donc, d'une certaine manière, on est un petit peu faible devant la documentation, au sens où on n'a pas la source primaire qui serait commode, et en même temps, c'est peut-être notre force que de dépasser en quelque sorte les subdivisions qui nous sont imposées par le passé, par des administrations ou des volontés qui ne correspondent pas nécessairement à ce que nous avons besoin de faire en tant qu'historiens. Donc là, on fait, à mon avis, tout à fait notre travail en cassant et en imaginant ce que nous avons envie d'imaginer avec les sources que nous avons.
Dernier point méthodologique, la question de la finance. Je vous disais que je vais vous le préciser. Par finance, j'entends quelque chose d'assez large qui correspond finalement à des fonctions qui sont suscitées à la fois par l'économie capitalistique qui se développe en Occident au cours du Moyen-Âge et en même temps par une évolution croissante de l'État moderne, là aussi en Occident, de sorte que j'entends à la fois l'activité bancaire, de change, qui est classique, je dirais, dans l'économie capitaliste occidentale, qu'on connaît effectivement en Italie, en Allemagne, en Flandre, et qu'on retrouve naturellement en France. Et en même temps, la finance telle qu'elle s'exerce en liaison avec l'État, en particulier dans ce que Daniel Dessert a appelé le système fisco-financier, un système finalement un peu mixte où des individus dotés de capacités financières sont capables finalement d'apporter leur crédit à l'État et lui proposer d'une certaine manière de se substituer à l'administration impécunieuse, incapable de lever certains impôts indirects, et donc passent des contrats, des traités, des partis, comme on le dit, donc on trouve les termes de partisans, de traitants, de fermes d'impôts avec l'État, de sorte que ce sont des individus qui considèrent l'État comme une entreprise et l'État les considère comme des actionnaires d'une certaine manière, jusqu'à un cas très extrême dont je parlerai tout à l'heure, qui est celui de la ferme générale, dont le quartier Richelieu est d'une certaine manière aussi une expression topographique dans la réalité du temps. Progressivement, effectivement, on va voir s'installer ce système fisco-financier qui se défait globalement à partir du 19e siècle, même si les liens entre la grande finance et l'État sont, on le verra avec la Banque de France, évidemment très, très proches. Dernier point, ça me servira d'introduction, de lancement, si j'ose dire, à mon propos. La question des quartiers de finance, elle se pose moyennement, en tout cas à l'époque médiévale, parce qu'en général, effectivement, le quartier de la finance, c'est le quartier des changeurs. Et donc souvent, d'ailleurs, les changeurs sont placés en position, je dirais, centrale dans une ville. Ils sont généralement sur des ponts, le pont au change, le Rialto à Venise. On pourrait repérer comme ça, à mon avis, il y a des tendances un peu lourdes, je dirais, qui seraient intéressantes à mettre en avant. Alors, il y a des changements qui s'opèrent à Paris, effectivement. Le pont au change reste même encore au XVIe siècle, un lieu important d'activité bancaire, mais l'arrivée des Italiens en particulier au XVIe siècle, qui prennent des parts importantes dans la finance, aussi bien bancaire que la finance d'État, étant les premiers finalement à proposer des systèmes un petit peu inventifs à la monarchie qui, tout contente de les trouver, leur fait confiance. Et donc les financiers italiens, eux, s'établissent dans un quartier qui commence à s'étendre, qui commence à se lotir, qu'est le quartier Saint-Germain, où se dressent les beaux hôtels, je pense à Gondi, je pense à Rucellai et d'autres, qui s'établissent effectivement dans ce secteur-là. Mais au XVIIe siècle, on va le voir, ce n'est plus le temps des Italiens, c'est le temps des Français, des provinciaux, parfois des étrangers originaires d'Allemagne, qui eux vont opter pour un autre quartier. Après les financiers italiens vient le temps effectivement de ces personnages, je dirais, qui grandissent dans l'orbite, en particulier des Bourbons, et qui s'établissent plus volontiers dans les nouveaux quartiers promus par la monarchie, au Marais, en particulier autour de la place Royale, et progressivement s'établissent au sud du quartier Saint-Martin, dans la région des Halles et du quartier Saint-Eustache, où je dirais que c'est peut-être là que l'activité bancaire privée des grands financiers capitalistes est peut-être la plus permanente tout au long des XVIIe, début XIXe siècle. Là, si on regarde bien la manière dont se répartissent les choses, c'est vraiment là qu'ils s'établissent. Donc, comme ils sont pris en partie dans notre enquête sur le quartier Richelieu, évidemment, j'en parlerai, mais c'est plutôt effectivement sur le bord oriental du quartier Richelieu qu'on trouve effectivement au début de la période le plus de banquiers de cette sorte-là. Alors, mon propos, il sera chronologique, vous vous en doutez, je ne vais pas faire quelque chose de très original de ce point de vue. Donc, je vais débuter par la naissance du quartier, donc que vous avez déjà entendu expliquer plusieurs fois, donc qui se lotit à partir du moment où on décide de prendre finalement
les terrains qui se trouvent entre le nouveau rempart et l'ancienne enceinte de Charles V. Et donc, à partir de 1633, on décide qu'on va habiter clairement et qu'on va donner à la construction tous ces terrains qui sont ceux, en tout cas, ceux qui appartiennent au roi. Mais évidemment, les particuliers vont faire de même par la suite, avec évidemment des constructions importantes qui délimitent d'une certaine manière la logique de circulation dans le quartier. Je pense évidemment au Palais Cardinal, qui dessine d'une certaine manière la rue de Richelieu et la rue des Petits Champs, et qui ensuite, par reproduction et par ventilation, ensuite, vont dessiner les autres axes. Donc, évidemment, on peut dire qu'une bonne partie du quartier démarre en fait avec le Palais Cardinal. Les premiers hôtels, les premiers grands hôtels, vous les connaissez mieux que moi, bien sûr. Ils apparaissent en 1634-1635. C'est Durette-Chevry, c'est Bautru, c'est la Vrillière. Donc là, il y a un démarrage qui est assez important, et un démarrage dont on peut prendre finalement la mesure grâce à une source, et ce sera mon premier focus documentaire, qui est une taxe, qui est une série de registres portant la marque d'une taxe décidée en 1637 pour l'enlèvement des ordures ménagères. Alors c'est parfois sur des problèmes du quotidien que l'historien peut s'appuyer pour avoir finalement des informations extrêmement précises. Alors on appelle ça la taxe des boues. Les boues, ça désigne à la fois les déchets de l'activité humaine et en même temps la terre, les brindilles, les branchages qui peuvent tomber, la boue, la neige l'hiver, enfin bref, tout ce qu'on peut ramasser dans la rue. Ça a été un problème constant des rues de Paris depuis le Moyen-Âge. La monarchie a essayé de lutter contre la saleté que les Parisiens laissent entretenir. Visiblement, c'est quelque chose d'assez constant, si j'en juge par la polémique qui peut encore se faire jour. Et donc, la monarchie essaye un certain nombre de formules, soit en demandant aux habitants de nettoyer eux-mêmes, ça marche pas. Après, on leur dit, bon, ben, c'est très bien, on va faire ça par des spécialistes, mais vous devrez contribuer par une taxe. Donc, débrouillez-vous dans votre quartier, mais faites ça très bien. Puis, ça marche pas non plus. Le roi dit, bon, ben, dans ce cas-là, je vais faire moi-même le bail avec un entrepreneur qui fera toute la ville pour moi. Et donc, bon, mais ça marche pas non plus parce qu'en fait, les gens n'ont pas les reins financiers assez solides. Et donc, on revient en 1637 à un système un peu mixte. On fait pas un entrepreneur général, mais chaque quartier passera un bail avec un entrepreneur particulier, mais pour s'assurer que le service sera bien fait, le roi dit « je vais contrôler qu'une taxe homogène soit levée dans Paris ». Comme ça, en disant « vous êtes obligé de payer, donc vous allez forcément faire le travail en face ». Et effectivement, c'est ce qui se fait. Donc, chaque quartier va dresser, donc il y en a 16 à ce moment-là, va dresser une liste des propriétaires de maisons avec éventuellement le nom de leur locataire, puisque la taxe peut être éventuellement reportée par le propriétaire sur son locataire, pour contribuer à l'enlèvement des ordures ménagères avec, pour certains quartiers, moi j'en ai retrouvé pour la place Maubert, la liste des jours où passe la charrette avec le personnel chargé d'enlèvement. Donc comme aujourd'hui, on sait quel jour il faut sortir les poubelles, là c'est la même chose. Alors, tout ceci pour vous dire qu'on a à ce moment-là élaboré alors je ne sais pas si c'est très très lisible, mais enfin bon, ça vous donnera un petit peu une idée. On a élaboré donc un certain nombre de registres. Celui de la place Maubert est assez gros, il fait presque 200 pages. Donc en fait, le collecteur de la taxe, il passe dans chaque rue et il note l'occupant de la maison. Alors, pour certains quartiers comme Maubert, c'est très très bien fait. Il va noter le nom de la maison, si elle a un nom un petit peu plus connu, qui la permet de la distinguer des autres. Si c'est une maison qui a une enseigne, si elle a déjà un nom connu, la maison des Trois Anges, je ne sais quoi. Le nom de l'occupant, sa profession, et puis éventuellement s'il a un locataire et ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont conseillers au Parlement, qui ont 4 ou 5 maisons, et donc ils ont des locataires qui sont menuisiers, qui sont boutiquiers, qui sont taverniers, bref. Et en face, vous avez la cote de la taxe qui permet de calculer ce que chacun doit. On est encore un petit peu incertain sur la manière dont c'est calculé. Est-ce que c'est calculé en fonction de l'activité? Est-ce que c'est calculé en fonction de la taille de la maison, de la hauteur? Je l'ignore pour tout vous dire, mais voilà, il y a des taxes qui sont posées. Alors pour la zone qui nous intéresse, donc elle est toute nouvelle, donc elle appartient pas à un quartier nouveau encore, elle dépend du quartier Saint-Eustache. Et donc cette taxe, cet registre est noté en 1637, donc
3-4 ans après le début du lotissement du quartier. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement ce qui apparaît. Donc là, vous avez ici une partie de la rue des Petits Champs, et on voit déjà un certain nombre de personnages qu'on connaît. Vous avez la maison où demeure Monsieur de la Vrillière, la maison de Monsieur d'Emery, la maison de Monsieur de Sainte-Terre, la maison de Monsieur Bautru, la maison de Monsieur Tubeuf. Donc tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc qui est intendant des finances, hein, l'hôtel de Monsieur Tubeuf. Donc c'est des choses assez intéressantes. Je pense que Tubeuf, c'est pas terminé, il est en cours de construction, mais enfin on le taxe déjà. Il n'y a pas de raison, parce qu'en fait, on a décidé de faire le registre des taxes. On va pas le refaire chaque année, ça coûte cher. Donc on se dit, une fois qu'on a établi la taxe, les gens payent. Après, on peut le mettre à jour si effectivement il y a des améliorations. Et on voit comme ça des rues toutes nouvelles qui apparaissent, alors qui sont pas très très peuplées. Hein. Vous avez la rue Vivienne, alors qui s'appelle Vivien à l'époque, hein, du nom de cette famille d'échevins qui possédait le terrain à la fin du XVIe siècle. Donc là, vous en avez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 d'un côté et 2 de l'autre. Hein, donc il y a une partie qui n'est pas du tout lotie. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir une petite vision, en quelque sorte, de ce qu'est le quartier. On peut repréciser. Alors, c'est pas la taxe, enfin c'est pas le quartier pour lequel on a le plus de renseignements en termes d'appellation des maisons, mais ou même des professions des personnes qui sont là. Mais il me semble que c'est un point de départ qui peut être intéressant à éventuellement modéliser, mettre en base de données. Enfin, je pense qu'il y en a ici qui ont déjà des idées sur la question. Donc voilà une première source. Alors, Mazarin joue un rôle important. Donc le précédent ministre cardinal avait déjà fortement pesé sur la configuration du quartier, je l'ai dit tout à l'heure à propos de la mise en place des rues. Mazarin, lui, va attirer en fait des personnes qui sont dans l'orbite financière, je dirais. Alors Tubeuf est déjà là avant lui, évidemment, mais il y en a d'autres qui vont arriver à ce moment-là. Parce que Mazarin est un homme de pouvoir, et ce qui attire les financiers au sens de gens qui traitent avec le roi pour les fermes d'impôts, c'est évidemment la proximité avec le pouvoir. C'est pas la seule raison évidemment pour laquelle on s'établit dans un quartier. On peut s'établir parce que c'est la possibilité de faire construire quelque chose de neuf, parce qu'il y a du terrain, parce qu'on se dit que ça va monter, donc on achète et pour revendre. Il y a des gens aussi qui raisonnent comme ça, et les financiers font partie de ce milieu-là. Ils ont de l'argent, ils investissent dans la pierre, comme on le fait encore aujourd'hui, du reste. Donc c'est intéressant de voir que il y a des financiers. Il n'y a pas que, hein, vous le savez, effectivement, Bautru, dont on parle et que vous connaissez bien, surtout pour être ici, c'est plutôt un diplomate, hein, c'est un protégé de Richelieu, donc c'est pas vraiment un financier. Mais enfin, il y a quand même quelques financiers qui qui sont attirés par la présence de Mazarin, qui lui-même, vous le savez, loue puis achète un immeuble. Et donc, il n'est pas étonnant de constater, lorsque la Fronde éclate et qu'on produit un autre document que je vous soumets ici, qui est en fait un recensement des financiers, principaux financiers à Paris pour les dénoncer, pour montrer leur rapacité lorsque donc éclate la Fronde, et on souligne évidemment leur lien avec le gouvernement et donc avec Mazarin. Donc dans ce catalogue des partisans qui recense à peu près, je sais plus, 85 personnes, donc il y en a un tiers qui habite encore le Marais, ce qui est intéressant à noter. Enfin, effectivement, le quartier n'est pas devenu tout de suite un quartier de financiers exclusif. Il y en a quand même une dizaine dans le quartier Montmartre, 6 ou 7 dans le quartier Saint-Eustache, et du côté du Palais Royal, on en trouve encore quelques-uns. Là, vous avez une page qui vous montre pratiquement exclusivement des gens qui habitent dans le quartier, donc un qui est proche de la porte de Richelieu, l'autre qui est près des Augustins des Chaussées, donc juste ici, donc près des Fossés Montmartre, rue du Fossé Montmartre, et le dernier, rue du côté des Petits Champs. Donc on en a comme ça 5 ou 6, il y en a encore quelques-uns dans la liste. Donc c'est un travail qui est un travail de polémique, hein, c'est pas un travail du tout officiel, c'est un travail qui n'a rien à voir avec l'administration, mais qui est assez bien renseigné, qui émane certainement du milieu des financiers. C'est difficile autrement de savoir d'où sont issus les gens, ce qu'ils ont fait comme affaires. Bon, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les choses et qui a envie d'en dire du mal, tout simplement. Et donc qui jette sur le pavé parisien un catalogue qui a connu une certaine fortune. Il y a même eu une réponse au catalogue des partisans. Enfin, ça faisait partie, si vous voulez, des topoïs un petit peu du temps de se moquer, de mettre en avant effectivement ces gens qui avaient réussi dans les affaires. Alors je passe à présent à un deuxième volet de mon propos qui voit finalement le transfert de la fonction financière qui est
d'abord une fonction, je dirais, d'habitation ou même de travail, mais personnel des financiers, à une évolution qui voit s'installer non seulement les hommes, mais également les administrations à leur suite. Et c'est un point qui a beaucoup frappé visiblement le ministère des Finances, qui a fait réaliser il y a quelques années un site tout à fait précieux, dont vous verrez plusieurs extraits dans ma présentation, qui s'appelle Un ministère dans la ville. Vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, dans le parti patrimoine, je crois. Je pourrais vous redonner tout ça, où ils ont fait effectivement un recensement de toutes les implantations des administrations financières centrales, dépendant directement de l'État, dans Paris. Donc là c'est la carte de tout ce qu'ils ont repéré. Le 23 doit désigner Bercy, donc effectivement le plus récent. Mais vous voyez qu'effectivement la concentration est quand même assez aisée à voir autour du quartier qui nous intéresse. Le bâtiment rectangulaire, c'est la Bibliothèque nationale de France au centre. Enfin, c'est le Palais Royal, pardon, et juste au nord, donc on retrouve en noir la Bibliothèque nationale de France. Donc on voit effectivement comme ça cet environnement assez proche de bâtiments dédiés aux fonctions financières. Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au moment même où Louis XIV s'apprête à transférer sa résidence à Versailles, et pendant qu'il l'inaugure d'une certaine manière durant les premières décennies, c'est précisément le moment où ces ministres décident, pratiquement tous en même temps, de se grouper dans le quartier, qui offre d'une certaine manière une sorte de contrepoint politique à la vie gouvernementale qui se déroule à Versailles. D'une certaine manière, le vrai pouvoir est peut-être plus dans le quartier Richelieu qu'à Versailles à ce moment-là, qui a d'autres fonctions, effectivement, d'attraction nobiliaire, de cérémonial, de rencontre avec la diplomatie étrangère. Mais une bonne partie des affaires qui se traitent politiquement se traitent aussi dans le quartier, et en particulier lorsqu'il y a besoin de requérir les services des hommes de finance. Il est assez normal que la politique se tienne aussi auprès des résidences de ministres, dans la mesure où, pendant très longtemps, globalement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, même à la fin du XVIIIe encore, les ministres résident dans leur hôtel particulier et y installent une partie de leur cabinet, ce qu'on appellerait aujourd'hui le cabinet, de leur secrétariat, de leur service, lorsque l'hôtel est assez grand, de sorte que la coïncidence entre le domicile privé et les fonctions publiques est absolument naturelle pour un contemporain de Louis XIV. Ça, c'est un point très, très important. Quand on envoie quelqu'un pour porter un pli au secrétaire d'État des Affaires étrangères, on ne lui dit pas d'aller au secrétariat d'État des Affaires étrangères, on lui dit d'aller chez monsieur Untel, et tout simplement. Et les gens savent très bien où chacun habite, ou peuvent rapidement le connaître. Alors, la concentration, je l'ai dit, elle intervient un petit peu plus tardivement que le milieu du XVIIe siècle. Elle intervient dans les années 1670-1680 en réalité. Si vous regardez ce petit extrait de plan du début XVIIIe, vous retrouvez ici la résidence de Hugues de Lionne, donc le secrétaire d'État des Affaires étrangères qui meurt en 1671 et qui ensuite passe au pont Chartrain. Vous avez l'hôtel Louvois. Et puis vous avez effectivement la partie peut-être la plus importante pour notre affaire, qui est effectivement la partie colbertienne de la série. Colbert qui a, vous le savez, acheté à Bautru son hôtel en 1665, un Bautru dont la fille a épousé le frère de Colbert, le comte de Molévrier, qui est le seul de la famille qui a fait carrière dans l'armée. Et la famille reste là dans ces hôtels jusqu'en 1713. Et d'une certaine manière, par sa présence, remodèle aussi le quartier. Vous savez, enfin, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, que Colbert lui-même avait fait ouvrir une rue face à son hôtel, en passant sous l'hôtel de Nevers, en obtenant l'autorisation du duc. Alors c'est pour ça qu'on parlait de la rue de l'Arcade Colbert, puisqu'effectivement, tout n'avait pas encore été détruit à ce moment-là. C'est peut-être dommage, mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'elle a été détruite au 19e siècle, si je ne m'abuse. Il faut savoir également que Colbert de Torcy s'installe aussi rue Vivienne, dans le deuxième hôtel que possédait Tubeuf. Il va lui donner son nom. Alors, Colbert de Torcy est secrétaire d'État des Affaires étrangères de 1696 à 1715. C'est pas uniquement de la diplomatie, il y a aussi beaucoup de questions d'argent. Donc, Colbert de Torcy se trouve probablement bien de travailler dans ce domaine-là. Et puis, il faut savoir que rue de Richelieu réside également Desmarais, Nicolas Desmarais, le contrôleur général des finances, le dernier qu'a eu Louis XIV, qui est un neveu de Colbert, qui a été contrôleur général des finances entre 1708 et 1715. Et il meurt rue de Richelieu en 1721. Et donc, effectivement, on peut
voir que la présence des Colbert est tout à fait nette. Et ils ne sont pas les seuls à s'y établir. Et on voit que les contrôleurs généraux des finances vont progressivement également se rapprocher de ce quartier. Alors Fouquet, lui, n'avait pas habité le quartier, il était resté du côté du Marais dans l'hôtel de Montmorency que lui avait légué son beau-père, un receveur du clergé qui s'appelait Castille, Philippe de Castille. Mais ses successeurs, donc évidemment Colbert, qui achète l'hôtel au moment où il devient contrôleur général des finances, en 1665, il y a une coïncidence qui est intéressante à noter, ses successeurs vont souvent essayer de se loger à proximité. Alors, Claude Lepelletier va rester du côté du Marais, mais Louis Philippot va se loger, lui, d'abord rue Vivienne, en face des Filles Saint-Thomas, et puis ensuite il va récupérer l'hôtel de Lyon que j'ai montré tout à l'heure. Chamillard, qui est le prédécesseur de Desmarais, va passer de la rue Charlot, quartier classique des financiers, à la rue du Coq-Héron, juste à côté. Donc il se rapproche effectivement d'un quartier qui visiblement, je l'ai dit, c'est un quartier de pouvoir, mais c'est aussi un quartier d'affaires financières. Au XVIIIe siècle, les résidences des contrôleurs généraux des finances sont moins nettement dans le quartier. D'abord, il y a un hôtel du contrôle général qui s'est créé à Versailles, donc qui attire quand même une partie des affaires. Mais surtout, ils n'ont plus besoin d'accueillir dans leur hôtel les services, puisque le roi va leur en affecter un. Il va leur affecter l'hôtel de Lyon, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un hôtel qui a été donc placé au Pontchartrain et qui est racheté en 1747 par Louis XV, d'abord pour l'affecter en fait à la résidence des ambassadeurs étrangers extraordinaires, ceux qui passent pour une mission spécifique, qui n'ont pas forcément d'hôtel de résidence, il le leur affecte. Et en 1756, il est décidé que l'hôtel sera dévolu de manière pérenne au ministre qui a la responsabilité des finances. Donc ça devient le siège, et c'est la première fois que cela se produit dans l'histoire de France, qu'un bâtiment est dédié à une fonction d'administration centrale des finances, sans que ce soit lié strictement à la résidence du particulier qui est titulaire de la charge. Donc là, il y a une déconnexion, une dépersonnalisation, si vous voulez, entre le bâtiment et la fonction. Et ça, évidemment, ça joue un rôle vraiment important. Un bâtiment qui est assez grand, qui a effectivement conservé son apparat de jardin au XVIIIe siècle, mais qui va se voir doté d'autres bâtiments qui vont être récupérés à proximité. Alors, l'hôtel Choiseul en particulier, qui sera récupéré en 1781, et un petit peu plus loin, alors en repartant sur la partie je dirais plus des Halles, on récupère un autre hôtel, rue Plâtrière à l'époque, pour y loger une administration toute nouvelle qui est celle des hypothèques en 1771. Donc on a effectivement progressivement une colonisation du quartier avec des bâtiments qui sont dédiés, qui sont d'anciens hôtels aristocratiques, que les familles ont vendus pour des questions qui sont liées aussi à des difficultés financières, des problèmes de succession, il n'y a pas assez d'héritiers, ou bien les mariages ne se sont pas bien passés. Et donc, progressivement, il y a une récupération des hôtels aristocratiques au bénéfice d'institutions financières qui ont besoin de s'étendre dans un quartier où on essaye d'avoir finalement une certaine logique de travail pour que les gens ne soient pas loin les uns des autres. Je vous ai dit tout à l'heure que ce lien entre les individus et leurs fonctions est très fort, et que les adresses des individus sont aussi celles des administrations, ça se retrouve dans une source que connaissent bien les historiens du XVIIIe siècle, qui est l'Almanach royal. C'est l'ancêtre du bottin administratif, si vous voulez. Comme le bottin, c'est aussi une entreprise privée, mais à laquelle finalement collabore volontiers l'administration, qui a été lancée en 1692, mais qui dans sa forme bottin administratif date vraiment de 1699. Donc au départ, c'est des petits volumes de 100, 150 pages, et à la fin du XVIIIe siècle, c'est 750 pages bien tassées, qui paraissent chaque année, qui tâchent d'être à peu près à jour. Il y a toujours évidemment un petit laps de temps durant lequel on n'a pas pu prendre en compte les décès, les déménagements, les changements d'affectation, mais globalement, l'information est plutôt juste, même si j'ai quelques réserves, mais enfin globalement c'est correct. Et donc vous avez pour chacun des types d'administration qui sont à ce moment-là décrites, qui concernent surtout Paris et l'Île-de-France. Ce n'est pas un almanach pour l'ensemble du royaume.
vous avez à chaque fois l'adresse des administrations et des personnages, là où ils habitent. Alors là, on retrouve effectivement le contrôleur général des finances, rue Neuve des Petits Champs. Et ça, c'est effectivement l'hôtel de Lyon dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous le savez, en consultant l'annuaire, où vous pouvez trouver les gens. Et c'est également intéressant pour les personnes qui ont continué parce qu'ils sont pas assez haut dans la hiérarchie pour avoir un hôtel administratif à côté de leur hôtel particulier, qui ont conservé leurs adresses personnelles pour recevoir le public. Là, je me suis concentré sur les financiers ou les officiers de finances. Donc là, les trésoriers, effectivement, qui à chaque fois donnent. Voilà, vous avez, si je reprends des personnes qui sont dans le quartier, attendez, j'en avais mis un, Faubourg Saint-Honoré, vis-à-vis les Capucins, en exercice. Alors ça, les exercices, c'est pour voilà, vous en avez un, Gauthier de Mondorge, qui habite rue de Richelieu, au coin de la rue Saint-Augustin. Donc on arrive même à peu près à préciser, parce que la rue de Richelieu est très longue. Et donc effectivement, l'almanach essaye de calibrer un petit peu mieux par séquence, comme disait Isabella, l'endroit où se trouvent les personnes. Et donc effectivement, on les retrouve dans l'almanach. Alors c'est peut-être pas facile à positionner, mais ça permet d'avoir effectivement une idée de la résidence de ces différentes personnes. Et vous le verrez, j'évoquerai ça au moment de parler des fermiers généraux. Ça a été pas mal utilisé justement par les historiens de certaines fonctions qui ont repris les informations et qui les ont ventilées pour dire, voilà, à telle date, ils sont plutôt dans tel quartier, à telle date, ils sont plutôt dans tel autre. C'est relativement facile à faire. Ça a été fait avant l'ère des nouvelles technologies, mais certainement qu'on peut effectivement le réutiliser pour cela. Alors, il y a un autre personnage en dehors de l'administration, je dirais, qui suit son cours ordinaire, qui a beaucoup fait pour sédimenter encore un petit peu plus la fonction financière dans le quartier. C'est le passage à la fois éclair et foudroyant de John Lass aux finances de la monarchie durant la Régence. Il a été contrôleur général des finances pendant une courte période en 1720, mais ce n'est pas pour ça qu'il est important, c'est pour tout ce qu'il a apporté d'audace et d'innovation auparavant au régent, qu'il a autorisé en 1716 à lancer sa banque, qui est devenue très progressivement une banque totalement royale, d'État, en particulier parce que pour soutenir la garantie qu'offrait cette banque, la monarchie lui a affecté des revenus, lui a gagé en quelque sorte des recettes, en lui permettant de gérer également des compagnies économiques, la fameuse Compagnie d'Occident, lancée en 1717, puis la récupération de l'ancienne Compagnie des Indes, qui était un peu moribonde, en 1719, pour faire oublier un petit peu peut-être la Compagnie d'Occident qui avait suscité de la méfiance. La banque, comme vous le savez, a connu un engouement énorme de la part des spéculateurs, qui se trouvaient pas dans le quartier, mais un petit peu plus loin, toujours dans le quartier traditionnel, au-delà de Saint-Eustache, en rue Quincampoix. C'est là que l'agiotage était le plus intense, en tout cas, et c'est là qu'a éclaté une des émeutes importante qui a lancé la fin du système en juillet 1720. Déjà, au printemps 1720, là, ça avait eu pas mal de soucis, mais en juillet 1720, c'est le début de la fin pour lui. Il doit quitter, il est emprisonné, puis il doit s'exiler, il finira, comme vous le savez, à Venise. Mais son système va laisser quand même une trace importante dans le quartier. Lass lui-même avait choisi ce quartier pour y établir son domicile et ses bureaux. Il installe les bureaux de la Banque royale dans un certain nombre d'endroits. D'abord, dans l'hôtel de la Feuillade entre 1717 et 1718. Puis il achète un hôtel, l'hôtel Langlais, rue Neuve des Petits Champs, 1718. Et enfin, il va trouver refuge, vous le savez, je ne dis pas à la bibliothèque, mais à l'hôtel Tubeuf en 1720, donc ancrant l'idée que la grande banque, c'est là que ça se passe, et c'est évidemment un point tout à fait important. Et lui-même se fait construire un hôtel par Jacques Gabriel, place Vendôme. Donc il inaugure, et j'en reparlerai, une forme de marginalisation, hein, du point de vue spatial évidemment, mais d'extension vers l'ouest de nos grands capitaines d'industrie et de finance qu'on notera à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Donc lui s'établit place Vendôme, mais son activité, je dirais, bancaire, elle est vraiment localisée très près d'ici, enfin même vraiment à 2 pas. Et donc ça va laisser des traces en fait dans l'histoire du quartier, puisque lorsque le système
de l'AS est défait, enfin débouclé, pour parler en termes informatiques. On essaye de récupérer ce qui est sauvable et puis de liquider ce qui doit l'être. Eh bien, on va, par exemple, sauver la Compagnie des Indes en lui laissant quelques recettes un petit peu solides, et on va l'installer, donc comme vous le savez, dans la cour de l'hôtel Tubeuf. Et puis, on va installer également une nouvelle institution qui est la Bourse, qui est créée en 1724, qui là aussi est instituée dans la suite, il faut bien le comprendre, de cette reprise de confiance dans le crédit de l'État, qui est installé dans la cour suivante. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais je pense que les petits points doivent signifier que ça devait être quelque chose avec des petits piliers, peut-être des vélums, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas dans des bâtiments déjà construits. Je pense qu'ils occupaient la cour, mais j'ai pas trouvé, enfin peut-être que vous en avez à la Bibliothèque nationale, j'ai pas trouvé de représentation gravée de la salle de la Bourse. Mais enfin, bon, on peut supposer que comme elle se tenait à peu près, pas tous les jours, mais presque, il devait être à l'abri de la pluie, en tout cas, il devait y avoir quelque chose. Enfin, en tout cas, c'était là que c'était installé. Et donc, on voit coexister effectivement ces éléments de grand capitalisme financier, Compagnie des Indes et Bourse, avec en face l'administration royale qui colonise en quelque sorte les anciens hôtels des Colbert pour y installer des administrations. C'est là où on se trouve, enfin là je veux dire dans la coordonnée géographique, donc d'administration du domaine, avec encore une fois un petit peu plus loin, si on suit, le contrôle général des finances. Donc là, il y a une vraie logique. Il faut imaginer que ces gens-là, pour qui l'information est essentielle, qui n'ont pas le smartphone, qui n'ont pas le téléphone, ont besoin de se voir, de s'entendre, de se parler dans des délais les plus courts. On a appris de l'expérience de l'AS que la spéculation peut entraîner des paniques très importantes. Donc le fait d'avoir 100 mètres ou 200 mètres à faire, c'est quelque chose d'important. L'information circule très très vite. Et une information qui circule vite, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement de très, très important dans le domaine financier. Donc je pense que ce n'est pas la seule explication. Il y a des espaces libres, on les occupe, mais c'est aussi certainement très important pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et j'ajoute, c'est important également pour tous ceux qui font leur commerce de ces questions de finances en rapport avec l'État. Et donc, il est absolument assez logique que les grands financiers aient choisi d'habiter personnellement dans le quartier pour être aussi à l'écoute de ce qui se passe, des bonnes affaires à faire, de la dernière arrivée d'informations en provenance de telle ou telle recette générale ou je ne sais quoi, et la bourse évidemment. Donc ces gens-là n'ont pas de temps à perdre dans des chevauchées en carrosse. S'ils le font, c'est pour aller dans leur résidence de campagne, mais quand ils travaillent effectivement de manière extrêmement proche. Et je crois que ça c'est un point, au moins pour la période du XVIIIe, XIXe siècle, qui joue un rôle important. Alors la ferme générale, on est obligé d'en parler quand on parle du quartier Richelieu, parce qu'effectivement, c'est l'expression peut-être la plus visible, au moins chez les particuliers, de cette vocation financière dont je parlais tout à l'heure, en particulier au XVIIIe siècle. Alors la ferme générale, telle qu'on la connaît de manière classique au XVIIIe siècle, c'est un consortium de financiers qui est stabilisé en 1726, mais qui existe avant en fait. Le système de la ferme d'impôt existe déjà depuis le Moyen-Âge. Il s'est structuré progressivement avec Henri III et Henri IV. Et tout au long du XVIIe siècle, on a vu des concentrations de plus en plus grandes de recettes d'impôts qu'on leur donne. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, donc après la stabilisation de 1726, la ferme générale gère à peu près 47 à 48% des revenus de la monarchie. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que la moitié de la recette de l'État vient de la ferme générale, à qui on a confié le soin de lever la gabelle, les taxes sur le tabac, les taxes sur les timbres, sur les insinuations, les droits de douane intérieurs et extérieurs, enfin, quelque chose d'extrêmement important. La ferme générale, c'est 25 à 30 000 personnes, sur tout le royaume, c'est l'institution parapublique la plus importante. Et au sommet, vous avez 40 à 60 personnages, qui s'appellent les fermiers généraux, qui sont des financiers, qui apportent leurs garanties pour payer chaque année au roi, par anticipation sur la collecte, le revenu, donc les 47-48%. Donc ce sont des dizaines de millions de livres que ces 60 à 40 personnes doivent fournir au souverain. Donc il faut bien imaginer que tout le monde ne peut pas entrer dans la ferme générale, qu'il faut avoir effectivement les reins très 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 solides, et donc globalement il y a une grande stabilité. Yves Durand, qui avait consacré sa thèse aux fermiers généraux, avait noté qu'il y avait à peu près 250 à 270 personnes qui au cours du siècle avaient pu participer à un moment ou à un autre à la ferme générale.
Donc globalement, c'est un renouvellement, on reste à peu près 20 à 30 ans en charge. Lavoisier, dans un certain nombre de ses traités, a expliqué que c'était un revenu non seulement assuré, mais absolument scandaleux, de 15 à 20% chaque année de bénéfices nets. Donc c'est vraiment des choses très recherchées et qui permettent de dégager beaucoup d'argent. Alors, ils ne sont pas les seuls à habiter le quartier, les fermiers généraux, je vais y revenir. Globalement, tout ce qu'on pourrait appeler la haute finance, les fermiers généraux, les banquiers, les agents de change, résident dans le secteur pour une partie. Mathieu Marot, qui a étudié la noblesse de Paris au XVIIIe siècle, note que plus de la moitié des membres de la haute noblesse financière occupent 2 quartiers, alors les quartiers définis administrativement, celui de Montmartre et celui du Palais Royal. Donc on est vraiment là dans le secteur, si vous voulez, où il y a de l'argent. D'ailleurs, je dirais la Vox Populi, ou les auteurs, les écrivains disent bien ce qu'est effectivement cette odeur de l'argent qui règne sur le quartier. Donc on a cette première citation qui effectivement évoque les déplacements consécutifs au changement de règne. Il faut prendre et laisser, mais enfin, c'est pas complètement faux, en tout cas en ce qui concerne l'appartenance des maisons de la place des Victoires à un certain nombre de financiers, c'est pas complètement faux. Je n'ai pas le relevé, je n'ai pas l'évolution, certainement qu'elle existe, Alexandre Gady doit savoir ça par cœur, j'imagine, mais on pourrait certainement regarder et on en trouverait quand même une majorité. Enfin, il y a toujours un petit peu de vrai. Et puis évidemment, on connaît la citation de Louis-Sébastien Mercier sur la rue Vivienne. Donc c'est la poche de la capitale. Et c'est vrai que quand on regarde l'Almanach ou qu'on regarde d'autres sources, on a effectivement cette image, en effet, d'une rue de banque. Les banquiers habitant, comme les administrateurs du XVIIe siècle, habitant leur hôtel. En bas, les affaires, les caissiers, les comptables, et en haut, évidemment, la vie de famille avec les domestiques. Alors, la ferme générale, elle est présente de 2 manières. Elle est présente individuellement, j'y reviendrai tout à l'heure, et elle est présente aussi par les acquisitions qu'elle fait de bâtiments devant servir à la communauté des fermiers. C'est une forme de structuration, de stabilisation de la ferme. Elle est opérée dès le XVIIe siècle avec la récupération de l'hôtel Séguier, alors qui est un petit peu en bordure du quartier, mais enfin qui n'est pas très loin non plus. Donc en 1683, on achète l'hôtel du chancelier Séguier, qui est déjà décédé depuis quelque temps, à sa veuve, et on va l'aménager, transformer cet hôtel qui va être progressivement centré sur l'activité des douanes. Donc un hôtel effectivement assez important pour les fermes. Quand on parle de l'hôtel des fermes, alors c'est rue de Grenelle, mais c'est pas la rue de Grenelle qu'on connaît, c'est la rue de Grenelle-Saint-Honoré. C'est bien de ce bâtiment-là que l'on parle. Quant aux fermiers eux-mêmes, Jean Chagnot, dans son Histoire de Paris au XVIIIe siècle, dans la collection de la Nouvelle Histoire de Paris, explique que pratiquement tous les fermiers généraux sont logés du quartier Montmartre au Palais Royal, avec en plus les 3/4 des receveurs généraux des finances, donc les grands officiers de finances de la monarchie. Donc on a à la fois ceux qui fournissent les contrats et ceux qui les honorent. Ils habitent tous le même quartier, ils se connaissent tous. J'imagine qu'ils fréquentent tous la même paroisse, qu'ils ont tout un tas d'activités, je dirais, de loisirs ou de sociabilité qui doivent se mêler. Donc on imagine effectivement, quand on parle aujourd'hui du lobbying, de la confusion des genres, imaginez à quel point les choses sont encore plus faciles pour les gens de cette époque, parce qu'effectivement, ils vivent la même vie, ils ont les mêmes problèmes, ils ont probablement les mêmes rythmes de vie, donc c'est tout à fait net. Donc les fermiers habitent en grande partie cette région-là au milieu du XVIIIe siècle, et on note à la fin du siècle, Yves Durand le relève très justement, qu'il y a une évolution qui se fait jour à partir du règne de Louis XVI, où globalement, en 1789, il n'y a plus aucun fermier dans la rue Vivienne. Il y a encore des banquiers, mais il n'y a plus de fermiers généraux. Les fermiers généraux, en fait, ils ont pris le large pour aller soit vers la place Vendôme, qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe et surtout le dernier tiers, connaît vraiment, chez les fermiers généraux, un grand succès. Et en même temps, de l'autre côté des boulevards, parce qu'il y a plus de place pour construire. Donc, à l'ouest et au nord du quartier, en particulier à l'instigation de Jean-Joseph de Laborde, qui était le banquier de la cour et l'un des très grands financiers du temps, qui lui décide d'aller plus loin parce que c'est trop petit, il a besoin d'espace, il veut faire du neuf, enfin, bref, tout ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce qui pousse finalement un financier à quitter un quartier, aller plutôt vers un endroit qu'un autre, ça se regarde également de cette manière-là. Alors, à ce stade de mon travail, je vais vous présenter une source qui peut être intéressante
pour se promener dans le quartier, je trouve assez intéressante, vous connaissez peut-être, qui est le Provincial de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cette source. Donc c'est une publication qui est en 4 volumes, qui paraît en 1788, et qui donc définit 4 secteurs, alors qui sont des secteurs qui ne sont pas des secteurs administratifs, c'est des secteurs que le rédacteur de l'ouvrage a choisi d'identifier comme tels. Celui qui nous intéresse, c'est le Louvre, qui concerne les rues des Halles, de Saint-Eustache, le Palais Royal, la butte Saint-Roch, la chaussée d'Antin, le Roule, les faubourgs Saint-Honoré, Montmartre et Poissonnière. Donc c'est pratiquement le quartier qu'on s'est donné comme laboratoire. Alors l'ouvrage, chacun des volumes consacrés donc à un secteur, se présente de la façon suivante. Vous avez tout d'abord ce que l'auteur appelle le viographe, donc l'écriture des rues, hein, tout simplement. Donc c'est rue par rue, par ordre des numéros de maison, hein, qui depuis 1773 sont numérotés. Alors un système de numérotation qui est donné en continu. On va dans un sens, puis on revient, et puis on continue au retour, si j'ose dire. Puis vient une deuxième partie où on décrit les bâtiments remarquables. Il y a la Bibliothèque nationale de France, qui ne s'appelle pas évidemment comme ça à l'époque. Après, il y a une partie sur les événements, qui montre finalement ce qui s'est passé dans l'actualité des dernières années. Et à la fin, il y a une dernière partie qui est une table alphabétique qui permet de croiser. Si vous connaissez le nom et pas l'adresse, eh bien vous pouvez retrouver la personne, où est-ce qu'elle habite. Donc c'est assez pratique de ce point de vue-là. C'est un ouvrage qui a connu évidemment beaucoup de succès, qui s'adresse finalement aux gens qui habitent Paris, mais surtout à ceux qui débarquent à Paris, qui veulent savoir un petit peu. Donc là, je vous ai fait un petit extrait de la rue de Richelieu. Il y a 4 pages, donc je peux les parcourir avec vous, ça vous reposera un peu. Donc là, vous avez le début de la rue. Je pense qu'on doit démarrer un petit peu dans cette partie nord, et puis on doit redescendre ensuite. Donc là, vous avez les salles des variétés, puis vous avez tout un tas d'hôtels garnis, que vous avez en bas de la liste, 19, 20, 22, etc., qui précèdent immédiatement la bibliothèque. Donc je pense que les voisins de la bibliothèque, par là, c'était les hôtels garnis, dont on retrouve effectivement ici là. Et puis ensuite, vous avez les voisins de l'hôtel en continuant la rue. Vous reconnaîtrez des banquiers, vous reconnaîtrez des trésoriers des ponts et chaussées, qui sont des financiers aussi, il faut les assimiler pareil, de la même façon. On signale également tout ce qui peut être intéressant, par exemple, le cabinet de tableau de Monsieur le Chevalier Lambert, un Vendic de toute beauté, alors je ne sais pas capable de dire si c'est bon, le plus beau boucheron connu, et la visitation par Fragonard. Donc je laisse ça aux spécialistes pour voir si ça correspond à quelque chose de très juste, de très précis. Et puis on continue encore. Après, alors vous voyez, on retrouve des banquiers. Hein. Monsieur le bureau de Monsieur de Lamante, évidemment, un grand banquier. L'ancien hôtel de Louvois, donc là on revient, l'ancien garde des Sceaux. Le bureau de la compagnie d'assurance, donc aussi une compagnie qui brasse beaucoup d'argent. Le bureau de la recette des économas, là aussi c'est pas mal d'argent qui circule. Quelques hôtels, effectivement, des tables d'hôtes, donc on voit bien le directeur de la Compagnie des Indes, ce qui est assez logique, il habite pas très très loin de son lieu de travail, et puis on termine par à nouveau des hôtels, et puis la mention de quelques notaires qui serait intéressant de repérer, effectivement, pour ensuite pouvoir travailler, si on veut aller un petit peu plus loin dans ce secteur-là. Je vous parlais tout à l'heure de la rue Vivienne. Vous verrez effectivement qu'il y a beaucoup de banquiers. On en retrouve effectivement à chaque fois qu'on se déplace dans la rue, même si en 1788, les choses ont un petit peu changé par rapport à ce qu'on aurait constaté, mettons, un demi-siècle plus tôt. Je vous signale parmi les événements ou les choses remarquables, plus exactement, je l'ignorais. Visiblement, Place des Victoires, on a fabriqué le premier ballon aérostatique de Paris, donc je l'ignorais, mais si ça doit être pris en compte dans l'enquête, ça me semble quelque chose de tout à fait intéressant. Alors je passe maintenant, parce que le temps avance, il faut que vous puissiez me poser des questions, que vous ayez envie de préciser des choses que je n'aurais pas dites. Je passe à la dernière partie qui sera plus courte, je vous rassure, sur la réinvention du quartier, donc à partir de la Révolution. Je commencerai tout d'abord par évoquer ce que j'ai appelé une vocation zombie, c'est-à-dire effectivement des administrations qui restent, mais plus par habitude que par véritable vocation. Alors l'administration a connu quelques déplacements à l'époque de la Révolution, mais globalement elle reste à peu près stable. On a pu penser un temps au tout début de la Révolution que l'administration des finances allait changer de quartier, et puis finalement on s'est retrouvé à réinventer l'eau tiède, si j'ose dire, et à remettre dans les bâtiments anciens les administrations qui s'y trouvaient, avec parfois des changements d'affectation. Par exemple,
principalement l'installation du trésor public dans l'hôtel Tubeuf. Si je lis bien la plaque qui est à l'angle et qui était autrefois visible avant les travaux, elle se sera après, j'imagine, c'est là qu'on aurait signé l'acte de cession de la Louisiane, donc sous Napoléon, sous le consulat plus exactement, en faveur des États-Unis, parce qu'effectivement, le ministre des Trésors publics y avait quelque intérêt. Et puis donc, vous retrouvez l'administration des loteries, le ministère des Finances, alors, qui est qualifié comme tel, hein, c'est la première fois, je crois, que sur un plan, on marque ministère des Finances, donc qui montre effectivement la vocation de l'administration financière dans ce secteur, qui, sous la Restauration, fera l'objet d'une réflexion, je dirais, de bon sens et d'une volonté, une première volonté. Il ne faut pas toujours imaginer qu'on a attendu le XXe siècle pour penser les choses de manière centralisée. On se dit c'est pas possible d'avoir autant d'hôtels, il faut mettre tout le monde ensemble, et donc on décide en 1826-27 d'aller établir tout ça rue du Montabor, un petit peu au sud de la place Vendôme, où là on réinvestit tous les bâtiments et qu'ensuite, alors ces bâtiments-là, ils vont être vidés de leur vocation financière et ils vont être laissés, entre autres, à la spéculation. Vous savez ce qu'on a fait de l'hôtel de Lyon-Pontchartrain, donc on en a fait le passage Choiseul. C'est le banquier Mallet, alors encore un banquier qui a récupéré tout ça, qui a fait percer des rues, qui a détruit complètement l'hôtel, les hôtels même pour certains d'entre eux, et qui donc les a réaffectés ensuite à de nouvelles constructions. Ce qui ne veut pas dire que dans la période qui précédait, on n'a pas cherché à, je dirais, garder une vocation financière ou à l'amplifier. On a récupéré en 1801 l'hôtel d'Uzès, donc qui était une construction aristocratique, qui a été séquestrée à l'époque révolutionnaire, et donc on l'a affecté, comme on le faisait au XVIIIe siècle, à l'administration financière. Et la seule construction moderne qu'on doit à l'administration financière, et qui montre finalement que il reste quelque chose dans l'esprit des gens qui ont travaillé ou qui ont aimé le quartier, quand on est dans l'administration financière, c'est que lorsqu'on a décidé de construire un hôtel pour l'administration du timbre, donc c'est une administration, mais c'est aussi des ateliers de fabrication, c'est même ça qui prend beaucoup de place, je crois, on le construit rue de la Banque. Donc il reste quand même quelque chose, même si on a essayé d'avoir une vision un petit peu intelligente et concentrée des choses, il reste quand même l'idée que le quartier a aussi des lieux à offrir pour l'administration financière. Ce qui est nouveau, évidemment, au XVIIIe siècle, c'est qu'on des banquiers, on va passer aux banques. La Révolution n'a pas changé grand-chose en termes de localisation des habitations privées des agents de change, des banquiers, des hommes d'affaires. Ça n'a pas toujours été facile pour eux. Alors les fermiers généraux, on sait ce qu'il en a été. Mais pour les gens qui ont de l'argent et qui ont su épouser plus ou moins les évolutions politiques, globalement, ils restent dans le quartier. Alors plutôt, encore une fois, sur la partie orientale du quartier, en partant sur Saint-Eustache. Louis Bergeron, dans sa grande thèse sur les marchands, banquiers, négociants du Directoire à l'Empire, avait noté que les gens d'affaires, il le dit, colonisent cette partie de la capitale, qui reste effectivement leur lieu d'occupation préféré. Alors lui avait utilisé une source que je ne peux pas vous présenter parce que j'ai été négligent, j'ai pas pris les photos que j'aurais dû faire. C'est une source qui s'appelle la statistique personnelle et morale, qui est écrite en 1809 par les commissaires de police de chaque quartier de Paris sur la situation des personnalités locales. Donc c'est pas tout le monde, hein, c'est que les gens qui ont un petit peu de capacité. Malheureusement, on n'a pas gardé les résultats pour tous les quartiers. Alors en particulier la rive droite, c'est très dramatique. On a gardé que le premier arrondissement, donc le Faubourg Saint-Honoré, donc place Vendôme, Tuileries, Champs-Élysées, donc une toute petite partie finalement de ce que nous avons défini comme quartier Richelieu, mais qui montre effectivement la prédilection du monde de la finance pour la partie que l'on connaît du côté de la place Vendôme. Ce qui est frappant, c'est que les premières banques ou essais de banques sous le Directoire et sous l'Empire vont être faits dans ce quartier-là. Donc il y a encore une fois, le régime politique importe peu. Ce qui compte, effectivement, c'est la vocation financière. Alors, je ne vous donne pas le détail absolu, mais il y a plusieurs caisses qui sont établies en 1796, place des Victoires, 1797, rue de Ménard, donc entre rue de Richelieu et rue du 4 septembre. Alors, le comptoir commercial de 1797, il est rue du Sentier, mais enfin, c'est pas très très loin non plus. Et puis surtout, évidemment, la Banque de France, qui reprend une grande partie de ces petites banques privées, enfin petites, ces banques privées du Directoire, donc créée en 1800, la Banque de France s'installe dans l'hôtel de la Vrillière en 1811.
Ça a été acheté en 1808, une année importante pour l'achat de grands bâtiments, je le note, puisque c'est la même année qu'on achète Rohan et Soubise pour les archives et l'imprimerie. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire là-dessus, mais bon, je note juste la coïncidence de date. Donc la Banque de France, qui, comme vous le savez, procédera à un certain nombre de destructions, d'extensions dans son lieu favori, mais qui marque effectivement la prédominance de la grande banque. La Banque de France, c'est une banque d'État, certes, mais c'est d'abord une banque qui est faite par des particuliers qui, les 200 premiers administrateurs, effectivement, ont vocation à soutenir ce nouveau monstre de la finance. Je note également que la première installation de la Caisse d'épargne et de prévoyance, qui est créée en 1818, elle est logée dans le siège de la compagnie d'assurance rue de Richelieu. Donc on a là aussi, si vous voulez, une concentration d'activités bancaires de très haut niveau, même si c'est, alors pour le coup, les caisses d'épargne sont vraiment une volonté de l'État. Et elle déménagera, mais pas très loin, dans son siège historique, rue du Coq-Héron, donc aujourd'hui rue du Louvre. Au XIXe siècle, en particulier sous Second Empire, et là je vais vraiment sortir de ma zone de confort, je note que les grandes banques du Second Empire sont également créées non loin de là. Le Crédit Immobilier des Frères Pereire est installé place Vendôme en 1854, il est créé en 1852. Le Crédit Lyonnais, vous le savez, a son siège boulevard des Capucines. Alors bon, on est vraiment à l'extrême limite du quartier tel qu'on l'a défini. La Société Générale, elle, qui est d'abord rue de Provence, donc de l'autre côté, très très loin des boulevards, redescend plus près boulevard Haussmann. Donc il y a une volonté là aussi de concentrer un petit peu les choses. Et l'Union Générale, donc une banque catholique créée en 1875 et qui fait faillite de manière retentissante en 1882, elle est logée rue d'Antin, donc sur la partie effectivement plutôt orientale de notre quartier, de l'autre côté de l'avenue de l'Opéra. Donc il y a comme ça effectivement, si on devait il y a un arc de bancaire qui englobe en quelque sorte le quartier Richelieu, qui n'a plus finalement comme rapport avec l'argent que finalement ce que j'appelle l'image rémanente de cette histoire bancaire, qui est le commerce numismatique, dont je ne pourrais pas vous dire grand-chose. À vrai dire, j'ignore quand se sont installées les premières boutiques. Je note que l'installation des commissaires-priseurs, donc de la salle de vente aux enchères, d'abord, c'est fait, c'est amusant, en reprenant l'hôtel des Fermes. Donc en 1807, la chambre des commissaires-priseurs rachète l'hôtel des Fermes rue de Grenelle-Saint-Honoré, et puis ensuite va se transférer rue de Rouault, donc un petit peu plus loin évidemment, dans le secteur. Mais je pense que, évidemment, c'est difficile de parler du quartier sans faire une place aussi à cette évocation, alors, qui est très très particulière, du commerce numismatique, qui est évidemment à mettre en relation avec la présence du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, mais pas uniquement, je pense que les choses changent, et puis évidemment avec la présence de la Bourse, dont je n'ai pas parlé, qui, après avoir pas mal tourné durant la Révolution, finit par se stabiliser dans son siège en 1826, donc dans le palais Brognard. Ma conclusion, elle sera très courte. J'avais écrit « La finance a fixé l'administration qui a fixé la finance ». Donc on a comme ça un mouvement qui part de l'argent, qui va vers l'administration de l'argent et qui retourne finalement à l'argent au sens privé. C'est peut-être, me semble-t-il, mais là j'attends votre regard, la fonction qui a peut-être le plus duré dans le temps pour le quartier. Parce que finalement, après 1870, la fonction politique est un petit peu partie. À partir du moment où les Tuileries sont abandonnées, eh bien, le pouvoir politique quitte le quartier. La religion, c'est pareil. Je veux dire, la religion, les églises restent là, mais effectivement, le pouvoir religieux s'estompe considérablement avec le temps. Et puis d'autres fonctions sont apparues seulement plus tardivement, comme le loisir, le théâtre, la presse, l'imprimerie, donc qui n'ont pas une durée d'occupation peut-être aussi forte. En même temps, j'ai essayé de le montrer, c'est une forme finalement très originale dans le paysage même des grandes capitales occidentales, que celui du quartier Richelieu, parce que finalement, on y a vu se mêler toutes les images que l'on peut se faire de la finance, la direction gouvernementale, la finance des fermes d'impôts et des grands financiers très riches qui ont effectivement une capacité de mécénat, et en même temps, la fonction financière de prêt d'argent, d'assurance, et jusqu'à effectivement à la vente de monnaie. Donc ça me semble
finalement couvrir un arc assez large de ce que la finance peut évoquer dans notre imaginaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Cette capacité de remettre en contexte les lieux et les informations historiques des sources, c'est pas évident. Et donc, toute la vie du quartier 17e, 18e, donc depuis sa fondation jusqu'à presque aujourd'hui, parce que c'est vrai que la fonction de la finance reste encore d'actualité, est très forte dans le quartier. Au contraire, il y a des autres fonctions, comme par exemple la fonction de la mode, tout ce qui est mode, que a eu un moment d'exploit et après, petit à petit, a un peu terminé, on dirait, sa fonction, sa capacité de faire du quartier un lieu d'agrégation forte. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, parce que moi, après, moi aussi, j'ai des questions. Je vous laisse la parole. Alors, c'est à partir de mon expérience personnelle. J'habite rue Sainte-Anne, l'hôtel de Curset, et donc j'ai fait des recherches récemment aidées par Joël Barrault qui avait fait sa thèse sur Libéral Brûlant, puisque c'est lui qui a construit également cet immeuble, qui est en rénovation, on va dire. Voilà. Et donc, en faisant des recherches, j'ai toujours buté sur une chose, j'en ai trouvé très très peu d'archives, parce que j'ai toujours buté sur une chose, c'est qu'en 1870, les archives, en tout cas pour cette zone-là, étaient donc dans l'hôtel de ville, et donc tout a brûlé, ou presque. Et la bibliothèque historique de la ville de Paris, voilà, ils n'ont pratiquement rien récupéré, en tout cas de ce qui était dans l'hôtel de ville, c'était donc postérieur. Donc je voulais savoir si vous aviez buté également sur cet écueil. Voilà. Alors, la disparition des archives pour Paris en 1870. Alors, je vais à la fois confirmer ce que vous dites, effectivement, et je vais un petit peu casser le mythe d'une disparition des archives de Paris pendant la Commune. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'en 1871, au mois de mai, lorsque les communards refluent, ils allument des incendies pour retarder l'arrivée des Versaillais, donc le Louvre brûle, et puis l'hôtel, effectivement, avenue Victoria, où étaient rangées les archives anciennes de la ville de Paris, ont brûlé, donc on a perdu essentiellement à ce moment-là, mais c'est déjà beaucoup, tous les registres paroissiaux. Donc ça, c'est compliqué pour les généalogistes parisiens. Et on a perdu aussi toutes les archives des communautés de métiers qui étaient rassemblées là. Mais on n'a pas tout perdu. On n'a pas perdu en particulier ce qui aujourd'hui fait quand même l'essentiel de la documentation des historiens de l'architecture, de l'urbanisme à Paris, c'est-à-dire les notaires, qui eux... Alors, il y a des notaires qui ont brûlé. Il y a 2 ou 3 études qui étaient du côté du Louvre, et ça a flambé pareil. Mais les notaires étaient disséminés un petit peu partout, et eux ont gardé leurs archives. De sorte que, alors je ne sais pas si le notaire qui a instrumenté les différentes ventes de l'hôtel qui vous intéressent ont disparu, mais si jamais elles ont été conservées, on peut retrouver effectivement comme ça des traces. Les archives de l'administration, ce qui a brûlé au Louvre pour le coup, c'est les archives de l'administration financière centrale, mais on a gardé quand même des archives des hypothèques, on a gardé un certain nombre de tables décennales pour des opérations d'enregistrement. Donc, il y a moyen, si vous voulez, de restituer une partie de l'histoire des propriétés. Mais je reconnais que ce n'est pas facile. En plus, alors ça se rentre un peu dans le détail, il se trouve qu'à Paris, les notaires parisiens ont eu la bonne idée de négocier avec la monarchie de pouvoir échapper à l'enregistrement de leurs actes pendant l'époque moderne. Ils ont payé une somme d'argent et ils ont dit, bon maintenant, du coup on n'a pas l'enregistrement. Qui offre pour les autres départements, si vous travaillez en province, vous avez des belles tables de succession, de testament, de contrat de mariage. On n'a pas ça pour Paris, ça c'est un petit peu dommage. On l'a pour le 19e, donc on peut faire comme ça. Alors, ce qu'on fait en général quand on fait l'histoire d'une propriété, c'est qu'on prend le premier acte, le plus récent, et puis on remonte, parce qu'en général, ils évoquent les actes sur lesquels se fondent, et donc comme ça, de fil en aiguille. Alors, c'est un peu fastidieux, mais ça permet d'avoir effectivement comme ça la suite des différents propriétaires, les actes de vente, et puis quand vous avez un propriétaire dont vous vous doutez qu'il a modifié une apparence, pendant le laps de temps où il a été en propriété, vous cherchez son notaire, puis vous regardez. Il est vrai que c'est plus intéressant pour l'Ancien Régime, où en général on recourt au notaire aussi pour passer des actes avec un maçon, avec un maître d'œuvre.
par la suite, déjà même à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe, XXe siècle, on passe des actes sous seing privé. Donc le notaire ne va pas garder de traces, ça c'est vrai. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. À mon avis, il y a des possibilités, mais je reconnais que ce n'est pas simple. Ça demande quand même, ça demande un petit peu de temps, un peu de lecture. Mais voilà, après, il y a un centre de topographie à Paris, alors, auprès des archéologues, qui est plus spécialisé dans le Moyen-Âge et dans d'autres types de sources. Mais il y a des centres de recherche comme le centre André Chastel qui a fait une spécialité de l'étude des grands hôtels. Il faudrait voir avec eux, effectivement, s'il n'y a pas déjà des informations recueillies. Parce que c'est aussi un des propos du travail qu'on essaye de conduire, c'est de valoriser et de capitaliser sur tout le travail qui a pu être fait dans l'université depuis un siècle, ou même encore plus récemment par des étudiants à qui souvent on va donner une monographie d'hôtel, on va dire voilà, vous avez un an et les étudiants doivent travailler. Peut-être que votre hôtel a déjà été vu, peut-être pas le vôtre, mais celui d'à côté. Voyez, donc il faudra effectivement, j'espère que ça c'est un des points qu'on voulait vraiment valoriser, le faire au moins à l'échelle de ce quartier, voir qu'est-ce qu'on pouvait finalement mettre en avant comme savoir qui n'est pas vraiment connu, parce qu'il y a des mémoires de maîtrise qui ont pu être faites, qui sont restées dans les universités, qui n'ont pas été publiées, ou un petit article, etc. Et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été très bien vues. Malheureusement, sur le Viral Moulin, n'a pas été publié parce qu'il n'y a qu'un bouquin sur cet architecte. Mais j'ai été la consulter au centre des thèses. Voilà, donc je ne sais pas ce qui sortira effectivement de notre programme, mais si on pouvait soit en numériser, soit le mettre en valeur, ça c'est clair, c'est important, tout à fait. Oui. Une institution dont la fonction est sans doute en liaison avec la finance, mais qui est peut-être postérieure à l'étude à notre période, c'est la Bourse du commerce. Ah oui, j'aurais pu effectivement en parler. C'est pas dans le quartier. Tout à fait. Oui, j'avais... Je ne sais pas depuis quand elle y est, par contre. C'est l'ancien hôtel de Soissons qui avait déjà été affecté à la bourse. Donc mais la bourse, oui. Effectivement, de commerce, oui. Avant qu'on installe la bourse dans l'hôtel, donc là, voilà. Donc il y a déjà une fonction de bourse. Après, la bourse, la juridiction consulaire de Paris, il me semble qu'elle n'est pas là, elle est plutôt du côté des Halles, donc c'est-à-dire ce tribunal de commerce, en fait, qui est mis en place en 1563, mais qui a pas mal varié, mais je crois que c'est plutôt... Mais c'est vrai que le quartier Saint-Eustache, pour le coup, c'est pour ça... On regarde par exemple les grands financiers et les grands économistes, les grands capitalistes du XVIIIe siècle. Je pense aux des gens comme Lecouteux par exemple, qui sont des grands, c'est des Normands mais qui ont une grosse succursale à Paris. Ils habitent effectivement plutôt entre la place des Victoires et Saint-Eustache par là. Là, il me semble qu'il y a un centre de gravité qui dure très très longtemps, depuis le Moyen Âge pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Là, ce serait un quartier vraiment pour le coup à étudier sous l'angle de la finance. Et une continuité encore plus importante. Là, on est dans un quartier, c'est un nouveau quartier, quoi. Donc, il y a de la finance, puis il y a l'administration, et ça va plus vite. Mais quand ça commence à refluer, on revient plutôt vers les bâtiments de ce côté-là. Mais c'est vrai, vous avez raison, la bourse de commerce est à prendre en compte. Tout à fait. Donc, quand je parlais d'information, là aussi, il se crée de l'information, et on a besoin de le savoir. C'est vrai. Moi aussi, j'avais une question par rapport à la création de la banque. Oui. Parce que, en fait, la question, c'est pourquoi il faut attendre si longtemps C'est un peu à cause de l'AS. Alors, pourquoi est-ce que la France attend d'abord la création de l'AS en 1716? C'est ça que vous voulez dire, d'accord. En fait, je pense que ça tient à la place que l'État occupe en France. Dans les pays comme les Provinces-Unies ou l'Angleterre, l'État ne se mêle pas trop de ces questions effectivement d'économie. Et donc les acteurs économiques n'ont aucun risque à s'associer entre eux pour mettre en place des structures qui leur permettent de financer leurs opérations. Dans le cas de la France, chaque fois que quelque chose a été lancé de manière un petit peu importante, ça a toujours été fait sous le couvert de l'État. Et avec des contraintes, avec des obligations qui ne sont pas celles d'un acteur économique. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que c'est peut-être aussi la faute des Italiens, au sens où la banque italienne est très présente en France, et donc finalement, les ressources dont on peut avoir besoin pour développer son activité, elles sont disponibles à travers justement ces banquiers capables de lever des fonds, qui sont peut-être moins présents à Londres, moins présents à Amsterdam, qu'à Paris, en particulier à Lyon ou à Paris, où la monarchie, pour le coup, leur a donné mais vraiment toutes les cartes pour pouvoir financer leurs opérations. Donc,
ça serait un peu trop simple de vous répondre, c'est le génie français qui fait que bah non, on n'est pas ouvert à la banque, que c'est compliqué, c'est pas notre affaire. Les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont... Simplement, je pense que c'est une conjonction de plusieurs facteurs, mais c'est vrai que c'est un peu une forme de mystère. Alors, les Français ont trouvé des moyens pour résoudre cette absence de crédit bancaire. Les notaires, par exemple, sont une forme de réponse. Les notaires ont joué en France le rôle que joue un banquier ordinairement, c'est-à-dire mettre en relation ceux qui ont de l'argent avec ceux qui en ont besoin. Le notaire, lui, il est à la source de beaucoup de choses. Il sait, par exemple, quand une succession s'ouvre, si des héritiers ont de l'argent à placer et que lui, par ailleurs, a des contacts avec d'autres gens qui veulent acheter des immeubles, il les met en relation et il joue un peu ce rôle d'intermédiaire que doit jouer aussi un banquier. Alors au XVIIIe siècle, les notaires sont aussi des banquiers d'une certaine manière parce qu'ils ont beaucoup d'argent en dépôt. Et donc on voit les charges de notaire sont très chères. Les notaires sont des gens extrêmement respectés. Et on voit beaucoup de faillites de notaires dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je ne sais pas s'il y en a en rue de Richelieu, mais il y en a beaucoup. Alors soit les notaires s'en vont, ils fuient, soit ils se suicident. Et donc on a dans le journal de Hardy, par exemple, ce bourgeois parisien, l'imprimeur, il note tel jour, telle personne s'est donné la mort, ses affaires étaient pas en ordre, il est parti à Bruxelles. Et donc on a effectivement... On sent qu'on a besoin d'un crédit bancaire à la fin du XVIIIe siècle, parce que la masse des affaires, l'importance qu'on veut donner à tout ça, et donc la caisse d'escompte qui est établie en 1767 puis en 1776, elle est installée rue Vivienne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc c'est la première vraie banque, si vous voulez, mais elle est un peu étatique. Hein, mais elle s'établit chez un banquier protestant qui s'appelle Julien, qui doit habiter pas très loin en face de la rue Colbert, je pense, je dirais. Donc c'est un banquier qui s'appelle Louis Julien. Mais il y a d'autres protestants dans le secteur. Hein. Si vous regardez la thèse d'Herbert Luty sur la banque genevoise à Paris, ils n'échappent pas effectivement à l'attraction du quartier pour leurs affaires financières aussi. Mais vous avez raison, c'est vrai que par rapport à Amsterdam ou à Londres, il y a un vrai retard. Et quand on décide enfin de s'y lancer, c'est John Lass qui fait ça, et ça se passe tellement mal que ça repousse finalement d'un siècle. Enfin, c'est un peu ce qu'on explique souvent. On dit, bon, ben voilà, maintenant on est vacciné contre le papier-monnaie, vacciné contre la banque, enfin, c'est possible que ça ait joué, effectivement. On se méfie toujours des innovations. Parce que c'est vrai qu'à Florence, déjà au XVe siècle, Mais bien sûr. Mais bien sûr. il y a les banques privées, Tout à fait. il y a le mécanisme des comprete, donc c'est-à-dire... Oui, puis les Italiens ont des outils extrêmement perfectionnés, presque trop perfectionnés pour le financier français qui, bon, déjà la comptabilité en partie double, elle arrive doucement à Paris au XVIIe siècle, hein, il y a beaucoup de retard, et puis même tout ce qui est effectivement des lettres, c'est très complexe, et globalement, je dirais, les Marseillais sont presque plus en avance que les Parisiens sur un certain nombre d'outils au XVIIIe siècle. L'escompte se fait à Marseille de façon beaucoup plus nette qu'elle ne se fait à Paris. Alors elle se finira par se faire, mais c'est plus tardif, Et effectivement. quel est le rôle des institutions religieuses? Parce que, par exemple, en Italie aussi, là, mais aussi à Amsterdam, donc dans les pôles très importants de commerce et d'échange, depuis le début, on a très clairement une différence entre le prêt d'argent fait par les privés et le prêt d'argent fait par les corporations religieuses, par les institutions religieuses, etc., qui est très différente en modalité, mais aussi en concept. Parce que finalement, il y a les banques comme du pays, le mot de piété. Le mot de piété, qui doit répondre à l'exigence de maintenir des taux d'intérêt un peu plus bas, et donc qui répondent à des exigences qui concernent plus la population dans un sens étendu du terme que des grands financiers qui font des opérations, grandes opérations de commerce. Est-ce que vous avez... Je veux pas... Non, mais vous avez raison. Non, mais en fait, c'est vrai que alors, la situation en France, donc officiellement jusqu'à 1789, donc jusqu'à la Révolution, le prêt à intérêt est interdit. Donc il y a des possibilités de prêt, mais qui reposent effectivement sur des contrats d'une nature que l'Église a acceptée, comme la rente constituée. Bon. Il y a des possibilités de prêt quand on parle de grandes affaires. Donc pendant longtemps, le prêt à intérêt, il sera jusqu'au bout, il sera interdit. Et puis en fait, au XVIIIe siècle, les gens pratiquent le prêt à intérêt de manière plus ou moins légale. Quant aux institutions religieuses, pour celles qui sont ici, je n'ai pas le sentiment, par exemple, que les Augustins des Chaussées ou
ou les filles Saint-Thomas, ou la paroisse Saint-Roch soient dotées de capacités financières très importantes. Elles ont des immeubles, mais qui leur rapportent suffisamment juste pour entretenir leur bâtiment et servir l'église. J'ai pas l'impression qu'il y a une capacité financière telle qu'on a trop d'argent pour qu'on ait besoin de le placer. Donc il n'y a pas ce phénomène qu'on peut peut-être retrouver effectivement soit à Amsterdam, soit à Venise par exemple. Je pense effectivement les grandes scuole qui ont un patrimoine énorme et qui effectivement participent aussi à l'activité économique. Ici, j'ai pas le sentiment, mais ça mériterait d'être creusé. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, du point de vue social, ces gens-là sont très liés aux forces financières. Donc il y a une possibilité pour elles plutôt de se financer elles, parce que elles confessent les banquiers, parce qu'elles connaissent les financiers. Et donc s'il y a un legs, un testament, il faudrait regarder là aussi à qui on donne quand on est financier. Est-ce qu'on donne à sa paroisse, est-ce qu'on donne à d'autres personnes? Bon. En même temps, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que il faut faire attention quand on étudie, j'ai fait un peu caricaturalement si vous voulez, pour aller vite, quand on étudie la localisation des gens, on dit voilà, le banquier il habite à tel endroit. Il a une résidence à tel endroit. Ça ne veut pas dire qu'il habite là et qu'il vit là. Si je prends par exemple un des grands fermiers généraux qui s'appelle Nicolas, je ne sais pas si c'est Nicolas, pas bon, le riche de la Poplinière, qui habitait rue de Richelieu, pratiquement à côté de l'école des Chartes, qui avait acheté aussi une maison rue Neuve des Petits Champs, qui communiquait, il y a toute une histoire, qui est un grand protecteur de la musique. Il avait son domicile donc tout près de la Bourse, tout près de la Compagnie des Indes, tout près de l'administration des finances. Enfin, il était là où il faut être quand on est fermier général sous Louis XV. Il est mort en 62, pardon. Eh bien, en réalité, il ne vit pas là. Là où il vit, c'est à Passy. Il a une résidence somptueuse où il fait des fêtes incroyables. Et quand vous regardez son inventaire après décès, parce que je voulais le regarder pour vous en parler aujourd'hui, je l'ai regardé aux Archives nationales, donc il y a effectivement l'inventaire après décès, donc on a le dessin de la maison, c'est ce qui se passe dans telle ou telle pièce, etc. Mais c'est pauvre, moi je trouve, pour un fermier général. Et puis vous regardez après l'annexe qui a été faite à Passy. Là, vous avez tous les tableaux, là vous avez toutes les collections, vous avez une cave, mais à mourir pour les gens qui adorent le vin, vous avez du Bourgogne, du Bordeaux, du Champagne, enfin c'est ce qu'on fait de mieux, si vous voulez. C'était vraiment un homme de très grand goût, qui adorait les musiciennes et les musiciens, et voilà, sa vie n'était pas là. Vous voulez. Donc ça aussi, c'est vrai, quand on peut le faire pour un artisan, mais pour quelqu'un qui est très riche, il faut regarder aussi, pour ce siècle-là, s'il n'a pas plus d'activité. Et donc l'inventaire est plus intéressant pour Passy que... Moi, je pense m'attendre à trouver plein de tableaux ici, si vous voulez. Un décor riche, et c'est plutôt décevant. Enfin, de mon point de vue. Mais on pourrait faire la chasse à tous les inventaires après décès de financiers, puis voir ce qu'ils ont. Ça c'est pas très compliqué. Il faut se lancer, mais une fois que c'est parti, voilà, on pourrait... et puis là, vous rentrez dans les immeubles. Puis après, il y a des méthodes pour essayer de reconstituer l'intérieur des immeubles. Enfin bon, c'est ça depuis très longtemps, là pour le coup. Et on pourrait voir comment sont distribuées les pièces, des bâtiments de 1650, des bâtiments de 1700, 1800. Et là, on peut faire une étude effectivement un petit peu approfondie. Et l'avantage de l'inventaire après décès, avant la Révolution au moins, c'est qu'on a vraiment une photographie de la pièce, quoi. Enfin, c'est les études de Daniel Roche et d'Annick Pardailly-Galabrin, où vous voyez effectivement dans quoi vivent les gens. Et c'est assez intéressant. Ça permet de mettre un peu de couleur, si vous voulez, à des adresses ou des noms, quoi. Voilà. Alors oui, vous avez raison, il y a la liste des papiers, ça c'est une caractéristique, tout à fait. Oui, alors là, on parlait tout à l'heure de l'histoire des propriétés, là vous pouvez avoir des choses très intéressantes sur effectivement la manière dont la propriété est entrée dans la famille, dans le patrimoine. Et ça c'est une caractéristique de Paris, parce que par exemple, pour d'autres villes que moi je connais un petit peu, comme Rome par exemple, vous n'avez presque jamais l'inventaire des papiers. Je ne sais pas comment à Venise sont faits les inventaires après décès, vous avez les papiers. Bon. Parce qu'à Rome, c'est très rare. Enfin, en tout cas pour le XVIe siècle, que je connais mieux. Mais c'est vrai que c'est tout à fait passionnant. C'est presque un autre document qui commence quand on arrive dans les papiers. Quand on a vraiment... Malheureusement, les inventaires sont surtout élaborés par des historiens de l'art. C'est vrai qu'il y a rarement des papiers qui concernent les objets d'art. Mais après, évidemment, il y a des études magnifiques au niveau du collectionneur X. Ah oui, bien sûr. Mais après, on ignorait. Ah oui, je peux vous signaler qu'actuellement, et je pense qu'il va finir bientôt, ça fait déjà presque 10 ans qu'il a commencé, je crois, Jean-Pierre Poussou fait un travail énorme sur les caves des Parisiens au 18e, 19e siècle. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la première partie des... Parce qu'en général, on commence par la cave, quand on est en inventorie de maison. Enfin, il commence en fait au rez-de-chaussée par la cour, donc les écuries, les chevaux,
Ils descendent à la cave, donc ils inventorient les barriques, puis ils remontent ensuite à la cuisine, et puis après, voilà. Et donc il s'intéresse aux caves. Et donc il a le riche de la Pouplinière, il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais pas à Paris, à Passy. Donc, mais il doit le connaître, je pense. Mais si je vous laisse juste avec cette dernière note de couleur, en disant qu'il y a une autre activité très bien établie dans le quartier depuis sa naissance, on dirait, qui est très différent et qui a une certaine résilience au fil du temps, c'est la production de tonneaux. Ah oui. Et rue Thérèse, et ce qui sera donc, toute l'interface vers rue de l'Opéra. Donc, D'accord. a été dédié à ça. Mais ça n'étonne pas tellement parce qu'on le sait, en fait, à toutes les études. C'est lié à quoi? C'est lié au port du Louvre? Probablement. Ouais, parce que l'embarquement se faisait là, donc je pense qu'il faut fabriquer. D'accord. Mais je savais pas. C'était très intéressant. C'est très intéressant. Oui, tout à fait. Le commerce du vin est très bien établi. Mais il y a des tavernes, comme vous voyez. Et ici, il y avait un centre De production de. Oui, mais c'est peut-être le port, effectivement. J'imagine qu'on trouverait ce qu'on appelle des tablettiers, vous savez, ces gens qui fabriquent des petites caisses en bois, des choses comme ça. On en trouverait certainement, effectivement. Il faut bien regarder, là, je suis encore. Non, mais c'est passionnant, oui. Mais probablement, on retrouvera toute la filière, justement, C'est de génial. petits métiers qui s'appellent. Et c'est vrai que le fait de centrer l'expérience sur un quartier défini, qui soit défini simplement parce qu'on a envie de le faire là, c'est assez intéressant, et c'est neuf. Et on prend en compte, enfin moi je pense qu'il faut prendre en compte tout ça, quoi. Tous les gens qui sont là, c'est une sorte de microsystème, même si évidemment il ne faut pas faire des choses étanches, ils voyagent les gens. Mais il y a une micro-vie par îlot, quoi. Ça, je pense que en Italie c'est très net, dans certaines villes, je pense à Rome, il y a des palais qui ont leur propre économie, leur micro-économie, parce qu'autour il y a tous les gens qui concourent finalement à ce que... Voilà, c'est des centaines de personnes qui nourrissent, qui nettoient, qui habillent, qui lavent un palais. Ça, je pense au palais Farnèse, ça me paraît évident. Et on pourra en trouver d'autres, effectivement. De manière anecdotique, alors il y a une activité liée aux finances, comme la numismatique, c'est le jeu, évidemment, dans le palais. Ah oui. C'était la capitale, c'était le centre du jeu à Paris pendant très longtemps. Bah oui, mais c'est sûr que si vous mettez d'un côté des financiers pleins aux as et des casinos à côté, ça ne peut que... Oui, mais c'est clair. Jusqu'en 1830. Des gens qui ont gagné à la bourse, enfin voilà. Il faudra changer le titre de Wall Street à Las Vegas. Non, mais c'est certain. Et puis le fait qu'il y ait des théâtres, que tout ça, c'est des gens qui ont de l'argent à dépenser. La mode, les gens qui ont des perruques, les perruquiers, ils s'établissent là parce qu'ils ont des clients. Les modistes, comment elle s'appelle, Madame Bertin, la vitrine de Richelieu, Madame Bertin. Voilà, c'est... Et c'est clair que c'est un quartier, enfin je serais intéressé de savoir combien de fois, par exemple, Marie-Antoinette ou la cour est venue ici pour voir, quoi. Ils n'attendaient pas à Versailles que les choses se fassent, je pense qu'ils se déplaçaient, ils envoyaient des gens. On voyait sa modiste là, dans oui. les listes que vous... Madame Bertin, oui, Bertin, elle est là, rue de Richelieu. Et voilà. Après, il y a du passage. Le nombre d'hôtels qu'il y a là, c'est assez récent aussi. Enfin, Et là, on les retrouverait chez les notaires. Parce que quand les gens passent des actes, ils disent où ils sont logés. L'hôtel machin ou chez monsieur un tel. Il y a des notaires ceux du quartier, on va chez le notaire le plus proche en général, pour passer une procuration, pour quoi que ce soit. Et on voit apparaître comme ça des provinciaux qui sont présents à Paris. Bonaparte a connu sa première femme dans les galeries. Il l'a emmené à son hôtel dont j'ai oublié le nom. Ah oui. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Bon. Merci à vous. Merci bien.